Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur Formula Wrestling. On se retrouve pour le troisième numéro du F1 RC Podcast, le podcast où je parle Formule 1 et plus concrètement de week-end de course du Grand Prix de Formule 1. Et aujourd'hui, on va se concentrer sur le week-end du Grand Prix d'Espagne, la quatrième manche au championnat du monde de Formule 1 2021. Euh, c'est le troisième numéro du F1 RC Podcast qui est bien sûr disponible sur Encore et Spotify ainsi que sur YouTube. Donc merci à vous de m'avoir regardé sur ces trois plateformes. Ensuite, avant de parler du circuit et avant de rentrer dans le vif du sujet, je tenais à vous préciser qu'en ce moment j'ai comment dire, un peu moins de temps pour sortir des vidéos sur ma chaîne YouTube. Donc voilà, j'ai fait un petit stand-by. C'est pour ça que vous avez vu depuis quelques semaines que je n'ai pas beaucoup posté de vidéos. Je devrais essayer de reprendre au cours de la semaine, je pense, euh, d'ici peut-être jeudi. La prochaine vidéo que je vais poster sera sur Catchbox, que j'essaierai de finir d'ici le mois de juillet-août. Et puis on enchaînera avec sans doute F1 2021. Bref, ce sera un projet. Il me reste encore pas mal de vidéos à faire. Et avant de continuer ce podcast, juste à préciser aussi que je pense que j'arrêterai la série de vidéos sur F1 2020, le mode My Team, puisque je n'ai plus le temps de pouvoir réaliser tout simplement ces vidéos. Et voilà. Et donc on va parler directement du vif du sujet, si je puis dire. On va parler du circuit qui accueille le Grand Prix d'Espagne. Tout d'abord son nom, puisque c'est le circuit de Barcelone-Catalogne. Il est situé à Montmeló, au nord de Barcelone, en Catalogne. Alors c'est un circuit qui se dit Circuito de Barcelona-Catalunya. Et c'est un circuit qui est bien connu pour accueillir le Grand Prix d'Espagne de F1 et les Grands Prix de moto GP, du coup de moto, de toutes les catégories de moto, avec le Grand Prix de moto de Catalogne. C'est un Grand Prix qui, avec ses longues lignes, c'est un circuit qui, avec ses longues lignes droites et ses virages variés, est également le lieu privilégié par les écuries de F1 pour réaliser leurs tests hivernaux. C'était le cas notamment entre 2014 et 2020, avant que cette année, le virus ait compliqué les choses tout simplement. Et donc voilà, c'était un lieu privilégié des écuries pour réaliser leurs tests hivernaux puisque la météo dans le sud de l'Europe est assez avantageuse dans les périodes du début de l'année, dans les alentours du mois de février. Ce sont des conditions qui sont presque idéales pour réaliser des tests. Et puis sachant que l'Espagne n'est pas très loin de l'Angleterre, qui est un peu la base de toutes les écuries de Formule 1 à l'heure actuelle, voilà, c'était un circuit qui était très privilégié par les écuries. Donc voilà, il y a un nouveau virage, il y a une nouvelle nouveauté pour cette année pour ce circuit de Barcelone-Catalogne. Un nouveau virage du coup qui est au virage 10. Si je vous avais peut-être pas l'image sur ma chaîne YouTube, mais je pense que je l'aurais pas non plus disponible. Mais c'est un virage qui a été allongé tout simplement. Au lieu de faire le virage classique comme sur F1 2020, vous voyez, hein, lorsque vous faites le virage numéro 10, vous voyez que le circuit continue tout droit et qu'il y a un autre virage qui se prolonge. C'est cette partie-là du circuit qui a été additionnée au circuit. Et du coup, le virage numéro 10 est plus large. Il est un peu plus, la ligne droite du virage qui va jusqu'au virage numéro 10 est un peu plus grande. Je tiens aussi à préciser que c'est un circuit long de 4 km 655 et de 16 virages. Voilà, c'était le nom et la description de ce circuit de 4 km 655, je précise. Et on va voir du coup ce qui s'est passé en 2020. Alors en 2020, on a eu la pole position pour Lewis Hamilton chez Mercedes, une 15 584, c'était très rapide. Et puis le vainqueur, hein, bien évidemment, Lewis Hamilton, Sir Lewis Hamilton sur Mercedes. Et le meilleur tour en course, il a été de 1 1 et c'est signé Valtteri Bottas pour Mercedes. On va parler de la présentation du comment aura lieu le podcast. Donc voilà, je me suis un petit peu embrouillé dans mes, je me suis un petit peu embrouillé dans ma façon de parler de ma présentation. Donc voilà comment ça va se décliner. Vous y êtes habitué si bien évidemment vous me suivez depuis le premier numéro. Eh bien c'est simple. Dans un premier temps, je vais parler des essais et des qualifications, donc avec trois petites sous-parties. Ensuite, je donnerai la course en grande ligne. Je parlais de la course en grande ligne, donc voilà les grandes lignes, les grands événements à retenir dans la course, donc les dépassements,
voilà les différents événements. Et puis ensuite, dans un troisième temps, je parlerai de mes tops et flops du week-end du Grand Prix d'Espagne, donc avec 3 tops et 3 flops, sachant que le premier top que je l'annoncerai, ce sera le plus grand top, et le troisième top, le troisième top, ce sera le top qui était le moins évident. Mais voilà, j'ai décidé de faire 3 tops et 3 flops parce que voilà, ça rajoute un petit peu quelque chose. Euh, et on verra au cours de la semaine, au cours de la saison, qui confirmera, qui ne confirmera pas. Je pense que dans un podcast ultérieur, je ferai un podcast sur ça, où je récapitulerai tous mes tops et flops, qui a été en top numéro un et en flop numéro un, et qui a été en top, qui a été en flop numéro 3 et qui a été en top numéro 3. Donc voilà, c'est assez compliqué un petit peu à vous expliquer, mais je pense que vous allez comprendre vers la fin de la saison quand j'aurai fini mes tops et flops. Et enfin, pour finir, je finirai par ce qu'il faut retenir du Grand Prix. Donc là aussi, hein, en petits points, ce qu'il faudra retenir du Grand Prix. Donc voilà, on va passer directement aux essais et aux qualifications. Alors, pour être honnête, on va parler directement de ce qu'il faut retenir des essais. Et j'ai pas eu l'occasion de voir tous les essais, puisque malheureusement, voilà, j'ai un calendrier assez chargé en ce moment. Mais voilà, Mercedes est toujours dans le coup. Red Bull qui montre qu'elle est là pour lutter avec le meilleur temps en essai libre 3 grâce à Max Verstappen. On a Nikita Mazepin qui a encore fait une erreur en essai libre 1. Là aussi, il s'est raté. Bon, après, on ne faut pas non plus trop se mettre sur Nikita Mazepin, puisque voilà, le pilote russe est un débutant en Formule 1. On a Robert Kubica qui a provoqué un drapeau rouge en essai libre 1 pour s'être un petit peu raté, je crois. J'ai pas vraiment suivi tous les essais libres, mais voilà, je sais que Robert Kubica a provoqué un drapeau rouge. En essai libre 2, pas mal de carbone à sauter, hein. Les Red Bull ont fini P9 et P10, puis on finit en P1 en essai libre 3. Il y a pas mal de carbone qui a sauté dans le genre, voilà, des pièces qui ont sauté, finalement, des monoplaces de Formule 1. Donc voilà, des ailerons abîmés, on en a eu quelques-uns lors des essais libres 2. Mais voilà, ce qu'il faut retenir des essais, c'est que, hormis quelques petits incidents, il n'y a rien de spécial à dire sur les essais libres, si ce n'est que Mercedes semble à nouveau devant. De toute façon, ils étaient déjà devant lors du précédent Grand Prix. Donc voilà, Mercedes semble aux avant-postes. Et voilà, il n'y a pas grand-chose à dire puisque beaucoup d'écuries cachent leur jeu en qualification. Et donc il faut faire très très attention quand on parle des essais libres, de faire attention sur la suite du week-end, parce que voilà, les écuries testent juste leur rythme de course, donc on peut avoir une petite idée du rythme de course de chaque écurie, de certaines écuries, pardon, mais voilà, ça reste quelque chose d'assez peu précis. Ensuite, on va parler du récit des qualifications. Et il faut noter que la séance a été retardée de 10 minutes pour un petit incident sur le circuit. Alors, c'était rien de spécial, hein, mais c'était un petit incident. Alors, j'ai pas noté exactement l'incident que c'était. Je crois que c'était un caniveau, je sais plus. Bref, on va parler directement des qualifications. Alors, George Russell qui a atteint à nouveau la Q2, c'est incroyable. George Russell qui fait un travail extraordinaire dans l'exercice des qualifications. Alors, il faut le dire, c'est quelque chose qui dépasse un petit peu ce qu'on peut attendre en fait. Il dépasse les attentes, le pilote britannique qui a fini bien en Q2 à nouveau George Russell en Q2, qui devance notamment Yuki Tsunoda, Kimi Raikkonen, Mick Schumacher, Nicolas Latifi et Nikita Mazepin. Donc voilà, c'est un très très bon résultat pour George Russell. Nikita Mazepin qui a été d'ailleurs sanctionné pour une pénalité car il aurait gêné Lando Norris lors de la Q1. Donc ça aussi c'est à noter. Nikita Mazepin qui a encore fait quelque chose de pas bien finalement. Mais voilà, je pense que ça fait partie du fait que c'est un rookie et qu'il a encore beaucoup de choses à apprendre. Ensuite, on a Lando Norris qui a fait une P1 en Q1, ça aussi c'est à noter. Une P1 en Q1, bon, c'est sûr que la Q1 c'est juste le début des qualifications, donc les écuries ne se donnent pas forcément à fond, elles veulent juste éviter la 15e place, et pour certaines, voilà, elles se donnent pas vraiment à fond, notamment les écuries de tête, comme Red Bull ou Mercedes. Elles cachent encore leur jeu pour garder leur gomme, voilà, pour économiser leurs composants, je pense. Et, euh, et du coup, eh bien, ça nous a donné Lando Norris en P1 en Q1.
Ensuite, on a Yuki Tsunoda qui a été éliminé en Q1, comme je l'ai précisé précédemment. Il a fini 16e et il l'a fait entendre à la radio qu'il n'était pas content, le pilote japonais. Voilà, il s'était plaint à la radio. Alors, je ne sais pas si ça va être dans son bénéfice ou pas de se plaindre à la radio de sa monoplace. Mais voilà, Yuki Tsunoda qui a encore fait une mauvaise performance, en tout cas en qualification. Et voilà, c'est quelque chose qu'il faut noter. Donc voilà, c'est dommage pour Yuki Tsunoda. Il est en apprentissage et il faut qu'il s'améliore. Ensuite, à noter aussi que Fernando Alonso a atteint la Q3. Ça aussi, c'est incroyable. Le pilote espagnol a atteint la Q3 avec son coéquipier Esteban Ocon. Donc une confirmation que Alpine est dans le rythme. Mais voilà, Fernando Alonso a encore beaucoup de choses à faire. Il a fini P10, tout simplement, P10, avec un temps dans 1:18.147. Il a fini à 6 dixièmes, 6 dixièmes ouais, de son coéquipier. Donc voilà, 6-7 dixièmes, donc c'est énorme. Son coéquipier a fait 1:17.580 en Q3. Donc voilà, Fernando Alonso qui a encore beaucoup de travail à faire et qui le reconnaît volontiers. Et voilà, on espère que Fernando Alonso reviendra à son meilleur niveau, mais ça prendra quand même un peu de temps. Ensuite, on a eu Sergio Pérez qui a eu un souci à l'épaule. D'après lui, le pilote mexicain qui a fini P8, c'est une décevante P8 pour le pilote mexicain en qualification. Donc voilà, il s'est plaint qu'il avait des problèmes à l'épaule et que du coup ça l'a empêché de performer comme il le voulait. À noter aussi bien sûr la belle prestation d'Esteban Ocon qui finit P5 en qualification et P4 pour Charles Leclerc. Donc voilà, c'est une très belle prestation de ces deux pilotes. Euh, c'est d'ailleurs ça que je vais souligner bien plus tard. À noter aussi que c'est la centième pole position pour Sir Lewis Hamilton, qui aura signé une pole position en 1:16.741, donc c'est très rapide. Après, c'est sûr que ça l'est moins que le temps de qualification de la pole position de l'année dernière, qui était en 1:15.584. Donc là, on est à près d'une seconde et quelques de moins, mais les monoplaces de cette année ont moins d'appui aérodynamique, elles sont moins rapides que les monoplaces de l'année précédente. Et donc voilà, c'est normal de se retrouver avec un temps un peu plus lent que la saison précédente. A noter aussi que Max Verstappen finit deuxième de ses essais qualificatifs, de cette qualification, avec un temps en 1:16.777, donc un écart très très court avec le pilote euh, britannique, septuple champion du monde. Du coup, on va passer à la déception des qualifications. Et oui, il n'y en a qu'une seule des déceptions en qualification. La plupart des résultats en qualification, c'était des résultats qu'on pouvait s'attendre finalement. Euh, Notamment, je pense à Georges Roussel qui était 15e. Bon, c'est à peu près les mêmes positions qu'ils allaient occuper. Bon, Nicolas Latifi a été battu par Mick Schumacher, mais voilà, c'est la déception des qualifications, c'est Sergio Pérez pour moi. Alors, contre toute attente, il a fallu que je trouve une déception pour ces qualifications parce que pour tout vous dire c'est à peu près tout ce qui s'est passé en qualification, c'est à peu près ce qu'on voit en course, à part peut-être deux trois événements comme Pierre Gasly qui est 12e, Fernando Alonso qui est 10e, alors qu'en qualification le pilote espagnol finissait en moyenne en Q2. Mais voilà, c'est Sergio Pérez que j'ai mis dans ma déception des qualifications. Alors une raison, c'est qu'il finit huitième alors que son coéquipier est deuxième et pas très loin de la pole position. Il s'est pris, excusez du peu, presque une seconde, hein, presque une seconde, à quelques millièmes près, une seconde face à son coéquipier Max Verstappen. Donc voilà, il reste encore beaucoup de choses à apprendre à Sergio Pérez. C'est sûr que c'est pas évident de conduire une monoplace qui est taillée pour le pilote néerlandais. Néanmoins, on est en droit de s'attendre à un peu plus de la part du pilote mexicain. Donc à surveiller au cours de saison. Et ensuite, on va parler des bonnes perfs. Et j'ai bien dit les bonnes perfs, puisque eh bien, on a deux belles performances en qualification qu'il faut souligner. En premier, celle d'Esteban Ocon, P5 sur Alpine. Donc là aussi, c'est une très très belle position pour le pilote français qui finit à une seconde, presque une seconde, moins d'une seconde du temps de la pole. C'est très bien. Euh, donc voilà, ça veut dire que la Alpine roule, elle peut rouler. En qualification, en tout cas, elle semble là, elle semble dans le coup.
avec notamment celle dont la quatrième place, donc la Ferrari de Charles Leclerc. Charles Leclerc qui figure aussi dans mes bonnes perfs pour ces qualifications. Donc Esteban Ocon et Charles Leclerc sont dans mes bonnes perfs. Euh, les deux pilotes qui ont bien performé pendant ces qualifications pour moi, puisque voilà, le reste c'est un peu de la normalité, on va dire. Et donc voilà, c'était à souligner, et c'est ce que je voulais parler, bien sûr, au cours de ces essais qualificatifs. Donc voilà, on va parler du coup de la course en grande ligne. Alors il y a beaucoup de choses à ajouter sur cette course. On va parler du coup de cette course. Superbe départ de Max Verstappen, le pilote néerlandais, qui fait un dépassement musclé sur Sir Lewis Hamilton dès le départ. Un très très bon envol du pilote néerlandais. Et puis ensuite on a aussi un bon départ de Charles Leclerc qui passe de P4 à P3. De ce fait, un mauvais départ de Valtteri Bottas. Oui, le pilote Ferrari aura dépassé le pilote Mercedes qui a fait une erreur puisqu'il a vu son coéquipier ralentir au moment du dépassement de Max Verstappen sur Lewis Hamilton. Et le pilote Ferrari aura profité de cette brèche pour aller sur le virage, le deuxième virage, je crois, du circuit, pour aller chercher cette troisième place. Pilote Ferrari qui a fait un très très bon départ. Un bon départ aussi à souligner pour Ricciardo qui était P5 et Sergio Pérez qui passe de la 8ème à la 6ème place. Et un duel Leclerc-Bottas qui s'avoisine ensuite. Ensuite, on a Pierre Gasly qui a été mis sous investigation pour s'être mis devant la ligne jaune au départ. Donc vous savez que sur la grille de départ, on a une petite ligne blanche en forme de rectangle, et puis on a une ligne jaune, et le pilote il doit s'aligner sur la ligne jaune pour le départ, afin de s'assurer qu'il reste derrière la ligne blanche. Et puis, eh bien, Pierre Gasly s'est trompé, il s'est arrêté devant la ligne jaune présente sur la grille, et il écopera plus tard de 5 secondes de pénalité. Là aussi, c'est une pénalité un peu bête, mais comme on va le voir, c'est clairement dommage. Après ce début de course, on a eu quelques tours assez, voilà. Après cette agitation du premier et du deuxième tour, on n'a pas eu grand chose jusqu'au tour numéro 9. Tour numéro 9 où Yuki Tsunoda voit son moteur s'éteindre et abandonne au tour 9. Alors il s'est retrouvé un petit peu à contresens, le pilote japonais. Mais voilà, un abandon. Alors je ne sais pas quelle a été la raison. En tout cas, au moment où j'enregistre ce podcast, on ne sait pas encore pourquoi Yuki Tsunoda a vu son moteur s'éteindre. On ne sait pas si c'est un problème moteur, si c'est un problème de boîte de vitesse, peu importe, ou un problème électronique. En tout cas, il a abandonné au tour 9 et ça provoque une safety car. Et là, on a une salve d'arrêts au stand, on a quelques arrêts au stand, notamment du côté de chez Alfa Romeo. Et là, les mécanos d'Alfa Romeo, ils vont faire une bourde monumentale, une erreur monumentale. 35 secondes d'arrêt pour la monoplace de Giovinazzi qui s'arrête au stand. Les mécanos d'Alfa Romeo allaient mettre une roue qui était dégonflée à leur pilote. Ils se sont rendus compte à temps et ils ont voulu changer. Et du coup, ça a fait perdre énormément de temps aux pilotes italiens de l'écurie italienne. Et donc reprise au tour 11 après ce safety car, le Charles Leclerc se maintient en P3 et parvient même pendant quelques tours à se maintenir à une seconde de Valtteri Bottas, ça aussi c'est à souligner, pourtant avec une monoplace qui est aux environs du tour, qui est pourtant une monoplace qui est meilleure. Donc Valtteri Bottas est à une seconde de Charles Leclerc, et Bottas possède une monoplace qui est bien meilleure, et cela aux environs du tour 20. Pourquoi jusqu'aux environs du tour 20? Eh bien, puisque c'est comme ça, Valtteri Bottas décide de rentrer au stand au tour 24. Donc voilà, aux environs du tour 20-24, Valtteri Bottas est derrière Charles Leclerc en P4. Et puis, eh bien, il sort en P6, il a chaussé des pneus médiums, le pilote finlandais. Il espère remonter avec ses pneus frais, et c'est ce qu'il fera par la suite. Max Verstappen, quant à lui, était devant, était en première place, en première position, et voyant Lewis Hamilton se rapprocher de lui, eh bien, il décide de rentrer à son tour au stand pour chausser des pneus médiums
mais l'arrêt devient trop long puisque les mécaniciens se trompent là aussi sur la monoplace du néerlandais, avec un arrêt au stand de 4 secondes 2, c'est très long, 2 secondes c'est énorme, 2 secondes de plus, dû à une erreur des mécaniciens. Il s'en sort malgré tout cinquième, puis passe rapidement quatrième au tour 26 devant son coéquipier Sergio Pérez qui n'opposera pas grande opposition puisqu'ils étaient sur une stratégie tous les deux décalée. On a alors ensuite George Russell à noter un P8 au tour 28, c'est extraordinaire George Russell qui a fait un très très bon départ, une très belle course. À ce moment-là, il gérait très très bien sa course, le pilote britannique. On a Sergio Pérez qui est rentré au stand au tour 28 et Sir Lewis Hamilton qui était premier à ce moment-là suite à la stand de Max Verstappen qui fait de même au tour 29 pour chausser des pneus médiums et il en sort P2 derrière un certain Max Verstappen. On a à ce moment-là Charles Leclerc qui maintient au tour 29 sa quatrième position tout simplement et on a des duels au milieu de peloton ainsi qu'un duel Ricciardo-Sergio Pérez pour la P5 au tour 33. Au tour 35, on a un duel Verstappen-Lewis Hamilton, qui est Verstappen qui est premier, Hamilton qui est deuxième, jusqu'au tour 43. Et pourquoi? Eh bien, parce que au tour 43, il y a un tournant, ce que je dirais le tournant de la course, et vous verrez pourquoi plus tard. Sir Lewis Hamilton rentre au stand, il est alors en P2 pour chausser des pneus médiums, et à sa sortie, Valtteri Bottas est à 10 secondes et Max Verstappen à 20 secondes, mais le pilote britannique continue à y croire. Il s'en sort. Charles Leclerc au tour 47 et quant à lui quatrième toujours. Et puis au tour 51, Carlos Sainz dépasse Lando Norris. Ce dernier écopera, donc Lando Norris écopera d'un drapeau noir et blanc pour avoir franchi un peu trop de fois les limitations de la piste. Au tour 52, Lewis Hamilton dépasse Valtteri Bottas, donc il rattrapera en à peine une dizaine de tours les secondes qui le séparaient de Valtteri Bottas pour la deuxième place. Et Red Bull, c'est à ce moment-là que tout continue à s'enchaîner et que ce changement a été un petit tournant au tour 43. Eh bien, Lewis Hamilton, qui s'est arrêté du coup une deuxième fois, donc c'est le deuxième arrêt de Lewis Hamilton, hein, celui au tour 43. Au tour 52, eh bien, que je suis en train de me perdre. Hamilton dépasse du coup Valtteri Bottas au tour 52 pour la P2 et Red Bull décide de laisser Max Verstappen en piste. C'est ça qui changera un petit peu la course et on va le voir plus tard pourquoi. Et voilà, et Lewis Hamilton revient tel un boulet de canon sur Max Verstappen qui était en première position. À ce moment-là, Sir Lewis Hamilton est à 10 secondes de Verstappen après son dépassement face à Bottas. Rentré au stand de Valtteri Bottas qui s'ensuit pour chausser des pneus tendres, pour essayer de grappiller le point du record du tour au tour 54. Il sort des stands en P4 derrière Charles Leclerc. Et là où je vous ai dit que ça avait changé, c'est que alors que je dois noter que George Russell est alors P10 à ce moment-là, on assiste ensuite à un duel Valtteri Bottas-Charles Leclerc pour la P3. Au tour 57, Valtteri Bottas prend le dessus et dépasse Charles Leclerc pour la P3. Et au tour 59, Charles Leclerc rentre au stand en P4 pour des pneus tendres. Il en sort P4, donc il maintient sa position. Revenant sur Verstappen comme un boulet de canon, comme je l'ai dit précédemment, hein, Sir Lewis Hamilton finit par dépasser Max Verstappen pour la P1 au tour 60. Alors, bien évidemment, c'est ce dernier changement, ce dernier arrêt au stand, ce deuxième arrêt au stand de Lewis Hamilton qui a été crucial puisqu'il a chaussé des pneus médiums pour la deuxième fois après, un certain nombre de tours pour avoir des pneus plus frais pour la fin de la course et pour tenir face à Max Verstappen puisque à ce moment-là tout se passait comme Mercedes l'avait planifié, c'est-à-dire que Mercedes planifiait que Max Verstappen continue sa course avec des pneus médiums jusqu'à la fin et au tour 60, donc à 6 tours de la fin, Max Verstappen était toujours avec les mêmes pneus médiums de son arrêt au stand, il n'avait effectué qu'un seul arrêt au stand comparé aux deux de Lewis Hamilton. Et donc, eh bien, le pilote britannique finit par dépasser Max Verstappen juste après au tour 61, sachant, bien évidemment, pour Verstappen, hein, Verstappen sachant qu'il ne va pas gagner, et Red Bull aussi, par la même occasion, décide de la jouer pour le meilleur tour en course et rentre au stand pour chausser des pneus tendres, les pneus rouges, pour eh bien, essayer de grappiller ce petit point qui apparaît après avoir signé le meilleur temps aux courses
en course. On assiste ensuite à une grosse bataille en milieu de peloton entre Stroll, Alonso, Pierre Gasly, Raikkonen et Tutti Quanti. Donc on a un gros groupe de monoplaces du milieu de peloton qui est en train de s'affronter. On a Fernando Alonso qui est en train de souffrir avec ses pneus. Et Alonso se fait facilement dépasser, et celui-ci se décidera d'ailleurs de s'arrêter au stand au tour 62 pour chausser des pneus tendres. Il finira P17. À noter qu'Alonso et Lance Stroll ont été mis sous avertissement des commissaires de piste pour avoir gêné les pilotes qui étaient en avance sur eux, mais voilà, rien n'a été confirmé, en tout cas au moment où je vous fais ce podcast, il n'y a rien qui n'a été confirmé par rapport à une éventuelle pénalité de Fernando Alonso ou de Lance Stroll pour avoir gêné les pilotes retardataires, et aussi parce que le duel Stroll-Alonso qui s'est déroulé juste après ce dépassement d'un des pilotes qui était en avance sur eux, eh bien il y a eu un dépassement, il y a eu une manœuvre assez musclée entre Lance Stroll et Alonso. Lance Stroll qui finira par aller à la faute, et pour l'instant, en tout cas au moment où je enregistre, il n'y a pas de nouvelles informations. Victoire ensuite de Sir Lewis Hamilton, bien évidemment, sur Mercedes. Et le point du meilleur tour en course revient, quant à lui, à Max Verstappen en 1:18:49. Donc là aussi, c'est un très très bon tour pour le pilote néerlandais, pardon, qui finit la course avec le meilleur temps au tour du Grand Prix. Et puis on finit la course finalement avec un podium qu'on a déjà vu plein de fois: Hamilton, Verstappen, Bottas. Donc voilà, c'est une fin de course assez classique, mais une course qui a été finalement assez mouvementée de par les erreurs, et on verra ensuite pourquoi, de certaines écuries, notamment, on verra plus tard, d'une écurie en particulier qui a conditionné bien cette victoire. Donc on va ensuite enchaîner en troisième par les tops et flops du week-end du Grand Prix d'Espagne, et on va commencer par les tops. Et j'ai bien évidemment mis en top, alors avant de donner le nom, dans mes tops, je choisis pas forcément le pilote du jour, parce qu'il faut savoir que c'est un enchaînement c'est tout le contenu du week-end que j'englobe dans mes tops. Et voilà, mais le pilote du jour aussi est dans mes tops. Et on va voir d'ailleurs cela bientôt. Mon premier top du coup c'est Max Verstappen sur Red Bull. Alors pourquoi Max Verstappen est dans mes tops? Eh bien tout simplement parce qu'il a fait une P2 en qualification, il a fait une très très belle course. Et quand je dis très très belle course, c'est que niveau combativité il a été là, il a battu Lewis Hamilton sur le circuit. euh, Au début de la course, il a maintenu la distance qui le séparait du pilote britannique, mais il a perdu pour d'autres circonstances, des circonstances qui ne sont pas les siennes, puisque ce n'est pas des erreurs de pilotage, mais tout simplement dû à une usure des pneus qui ont fait que le pilote néerlandais a fini aussi en retard. Et donc voilà, pour moi, c'est pour ça que je mets Verstappen dans mes tops, parce qu'il a fait un week-end assez bon. Il avait fait le meilleur temps en tour lors des essais libres 3, donc voilà, Max Verstappen est là, il est là et il confirme, en tout cas dans mes tops, il confirme que c'est un pilote qu'il faut avoir dans le radar. Ensuite, dans le deuxième place de mes tops, et c'est pour cela que je fais plusieurs tops et plusieurs flops, euh, et bien dans mes deuxièmes de mes tops, et bien je mets Sir Lewis Hamilton, pilote Mercedes. Pourquoi? Bah tout simplement parce que il a fait la pole position, encore une. Encore un week-end presque parfait pour le pilote britannique. Il aura réussi le meilleur temps au cours des essais libres 1 ou 2, je sais plus. Mais voilà, il a été là tout le week-end, le pilote britannique. Il a fait le travail. Il dispose, il est vrai, d'une très bonne monoplace, mais il a été là, il a fait le travail. Et il mérite pour moi sa place dans mes tops. Le Sir Lewis Hamilton, le septuple champion du monde, qui semble bien placé pour faire un huitième titre cette année. En tout cas, c'est si le, le reste de la saison continue comme il se présente. Ensuite, en troisième dans mes tops, et j'aurais bien aimé le mettre un peu plus haut, mais c'est vrai que face à Sir Lewis et Hamilton et Max Verstappen, c'est très compliqué. Mais il n'en déplaise à certains, Charles Leclerc figure dans mes tops, et bien le pilote Ferrari, il a fait une excellente course avec une solide P4. Il aura tenu face à Valtteri Bottas pendant quelques tours, le laissant même à une seconde pendant un certain temps. Le pilote Ferrari qui possède bien évidemment une monoplace qui n'est pas aussi performante que la Mercedes ou la Red Bull, mais il réussit à faire le meilleur des autres finalement. Il réussit même à devancer le pilote mexicain Sergio Pérez qui a pourtant une monoplace plus rapide.
Et donc voilà, c'est une excellente course de la part de Charles Leclerc et c'est pour cela que je mets dans mes tops ce week-end le pilote monégasque qui a fait une très très belle course et disons-le une très belle qualification puisqu'il s'était qualifié quatrième en qualification. Donc il finit finalement à la position dans laquelle il s'est qualifié. Donc il a maintenu sa position, ce qui n'était pas donné en début de course. Et surtout, connaissant la Ferrari, surtout sachant les problèmes qu'ils ont eu l'année dernière, les Ferrari, sachant qu'ils reviennent de loin, eh bien, c'est à souligner, c'est un fait tout à fait remarquable. On va passer du coup à mes flops. Et pour ces flops, eh bien, en premier, j'ai envie de mettre, tout simplement, alors je vais pas mettre un pilote, je vais pas mettre une écurie, même si je pourrais mettre une écurie parce que voilà, une écurie, ça pourrait le faire, mais là je pense que c'est pas l'écurie, c'est les stratèges de chez Red Bull, c'est voilà mes flops, mon top des flops aujourd'hui, c'est les stratèges de chez Red Bull, et pourquoi? Parce qu'ils ont décidé de maintenir Verstappen en course, ils ont décidé de garder Max Verstappen en course, les stratèges de chez Red Bull, alors je ne sais pas qui a été la personne derrière cette stratégie-là, je ne sais pas si c'est Christian Horner ou si c'est le pilote lui-même avec Christian Horner ou si c'est quelqu'un d'autre. En tout cas, les stratèges de chez Red Bull se sont clairement ratés. Ils se sont dit tiens on va laisser Max Verstappen jusqu'à la fin de la course, ça devrait tenir avec ses pneus médiums, mais finalement ça s'est avéré une grave erreur, une très très grave erreur, puisque le pilote néerlandais, pardon, a perdu du temps et a commencé à se faire bouffer littéralement par Sir Lewis Hamilton suite au deuxième arrêt du pilote britannique Sir Lewis Hamilton. Et voilà, si du côté de chez Red Bull on avait décidé de faire arrêter Max Verstappen, ne serait-ce qu'un tour après Hamilton, eh bien peut-être que la Red Bull aurait pu lutter pour la victoire et rester à une seconde du pilote britannique et pourquoi pas lutter pour la victoire, même si je pense il manquait des pneus médiums à Red Bull. Ils auraient pu essayer de tenter le coup avec des pneus tendres en fin de course. Malheureusement, ils ont réagi trop tard puisque le deuxième arrêt de Max Verstappen surviendra à 6 tours de la fin, 5 tours de la fin, euh, eh bien, avec la volonté d'avoir le point du meilleur temps au tour. Mais voilà, les stratèges de chez Red Bull ont permis à Sir Lewis Hamilton d'avoir une victoire sur un plateau d'argent. Donc voilà, je ne veux pas retirer le mérite à Sir Lewis Hamilton, bien évidemment. Mais voilà, les stratèges de chez Red Bull se sont ratés complètement. Et si Verstappen peut être frustré de ne pas avoir gagné cette course, il peut aussi en vouloir à son écurie, en tout cas au stratège de son écurie. En deuxième dans mes flops, et ça n'a pas été facile parce que la plupart des résultats qu'on a eu au cours de ce Grand Prix ont été plutôt normaux, hein. On a retrouvé les As en fond de grille, bon il y a eu l'abandon de Yuki Tsunoda, mais ça c'est pas trop de sa faute. Euh, En tout cas, au vu des éléments qu'on a, même si c'est des résultats provisoire pour certains pilotes, puisqu'il y a eu des pénalités, je crois. En tout cas, il y a eu des incidents avec Fernando Alonso et Lance Stroll. Mais, mais voilà, moi, le deuxième flop pour moi ce week-end, ça a été Aston Martin. Alors pourquoi Aston Martin? Eh bien, tout simplement parce que bah, déjà, ils n'ont pas fait de points. Parce qu'en qualification, ils étaient assez loin, les pilotes Aston Martin. 11e pour Lance Stroll en qualification et 13e pour Sébastien Vettel, pardon. Mais voilà, en course, les Aston Martin ont fini à la même position dans laquelle elles ont commencé le Grand Prix. C'est vous dire, ils n'ont pas profité, ils n'ont pas essayé ils n'ont pas réussi à grappiller de place. Et sachant que Racing Point était la troisième meilleure monoplace du plateau la saison précédente, et bien voilà, c'est une forte régression. Et pour moi, Aston Martin déçoit. Il devrait avoir le potentiel pour être dans le top 10 et lutter avec McLaren, avec Ferrari, voilà, Alpine. Et finalement, il se retrouve en P11 et P13. Donc voilà, pas de points pour Aston Martin qui continue à décevoir. Et donc c'est pour cela que je les ai mis dans mes flops ce week-end. Comme je vous ai dit, ça n'a pas été facile de choisir des flops ce week-end parce que voilà, la plupart des pilotes ont réussi à faire voilà
des temps et des positions. Ils ont fini à des positions qui sont, je pense, qui reflètent un petit peu le niveau qu'ils ont, en tout cas pour ce qui s'agit du résultat de la course. Ensuite, en troisième dans mes flops, et là aussi ça a été difficile pour moi parce que bah, je suis fan de ce pilote, c'est un pilote que j'ai mis en troisième dans mes flops, c'est Fernando Alonso. Alors je sais qu'il a fait une P10 en qualification, mais voilà, le pilote espagnol s'est complètement raté. Alors je ne sais pas qui a pris la décision de maintenir Fernando Alonso en piste. Je pense qu'il a voulu se calquer sur la même stratégie que le pilote batave Max Verstappen. Et donc Fernando Alonso qui finit à une lointaine 17ème place, alors qu'Ocon, son coéquipier Esteban Ocon, finit 9ème. Et donc dans les points, alors qu'il a une monoplace semble avoir le potentiel pour finir dans les 10 premiers. Fernando Alonso qui finit 17ème, voilà, c'est décevant. Bon, il a dû s'arrêter dans les derniers tours pour chausser des pneus tendres puisque sa monoplace était en souffrance. Et il s'est même fait dépasser par une Williams. C'est vous dire à quel point la performance de Fernando Alonso n'aura pas été bonne ce week-end, en tout cas sur cette course. Et c'est pour cela que je mets dans mes flops de ce week-end, je mets Fernando Alonso parce que voilà, il n'a pas réussi à concrétiser ce week-end sa 10ème place et donc rapporter des points puisque ce qui est le plus important c'est ce qui se passe en course finalement et Fernando Alonso n'a pas réussi, il a choc et voilà c'est dommage pour le pilote espagnol. On espère du fond du cœur, moi je l'espère du fond du cœur qu'il réussira à s'améliorer, en tout cas ça reste à voir pour la suite des événements. Ensuite, je vais parler de ce qu'il faut retenir de ce week-end de course du Grand Prix d'Espagne. Alors, il y a beaucoup de choses à dire sur ce qu'il faut retenir. Tout d'abord, je tiens à dire que le duel Max Verstappen-Lewis Hamilton s'intensifie, avec pour le moment un avantage sur Lewis Hamilton puisqu'il est leader du championnat. On a une Scuderia Ferrari qui semble être là, hein, malgré tout. Hein. Elle montre qu'il est. Le résultat obtenu ce week-end montre que Ferrari semble être sur la bonne dynamique avec une P4 de Charles Leclerc et une P7 de Carlos Sainz. Donc Ferrari semble être du côté du meilleur du reste. En tout cas, semble être troisième parti pour être une troisième force du plateau. En tout cas, c'est ce que semble montrer ce week-end. Très bon résultat de Ferrari. On a un Fernando Alonso qui semblait aller mieux en qualification, et puis finalement il s'est complètement raté en course, avec cette stratégie complètement ratée, et donc voilà Fernando Alonso qui a un début de saison assez difficile, malgré les points qu'il aura marqués, et donc voilà on espère une amélioration du côté du pilote espagnol. Par contre pour son coéquipier Esteban Ocon, on peut noter qu'il est très régulier puisqu'il a fait une nouvelle arrivée dans les points, et ce qui fait finalement les affaires d'Alpine puisque voilà la monoplace avait besoin de bons résultats et ça semble prouver que les Alpines eh bien elles sont là et qu'elles ont du potentiel, les Alpines, malgré voilà c'est un petit déficit peut-être dans les virages, je ne sais pas. En tout cas Ocon semble confirmer que les Alpines ont le potentiel d'être dans le top 10 des courses dans lesquelles il participe pour le moment. Et voilà, il est très régulier et c'est ce dont l'écurie avait besoin, d'un pilote qui soit régulier et régulièrement dans les points. Et voilà, et on peut que saluer cette performance. On a ensuite une McLaren qui est un peu en retrait. L'écurie a encore du travail à faire, ça c'est à souligner, avant de revenir au sommet. Donc voilà, McLaren qui n'a pas réussi à prendre de gros points ce week-end avec Daniel Ricciardo qui finit 6ème, et derrière Sergio Pérez et Charles Leclerc notamment. Euh, on a Lando Norris qui finit 8ème et qui perd sa troisième place au championnat du monde. Donc voilà, du côté de chez McLaren, il va falloir doubler ses efforts pour espérer revenir. Et en tout cas, il y aura lutte avec Ferrari. En tout cas, cette saison, c'est ce qui semble s'avoisiner. Ensuite, on a à nous retenir aussi la déception des Aston Martin, comme je l'ai dit précédemment, avec ce Racing Point qui finissent P11 et P13. Donc les Aston Martin ne semblent pas confirmer avec des points. Il devrait être dans la lutte avec les Ferrari et les McLaren, et puis finalement il se retrouve à lutter derrière les Alpines et au niveau des Alfa Romeo, donc c'est très décevant pour Aston Martin. Et pour le moment, c'est la déception de ce week-end des Aston Martin. Ensuite, on a AlphaTauri qui a obtenu, et ça c'est à souligner,
un précieux point qui confirme qu'elle a du potentiel, cette AlphaTauri. Donc voilà, on a des pilotes qui sont. On a un pilote qui a confirmé, hein, Pierre Gasly, qui a déjà gagné un Grand Prix. Et puis on a un jeune pilote, Yuki Tsunoda, qui a un peu du mal. Et voilà, mais AlphaTauri a un potentiel, et il semble là. Et il va falloir que certaines écuries, notamment Alpine, fassent attention, puisqu'AlphaTauri semble avoir du potentiel. Et cette 10e place de Pierre Gasly va faire du bien à l'écurie italienne motorisée par Honda. Ensuite, on a Red Bull qui va devoir revoir sa façon d'aborder les stratégies de course. Ça, c'est aussi à noter, puisque suite à cette erreur de calcul qui a coûté les points et du coup la victoire, eh bien Red Bull va devoir repenser sa stratégie et son approche, je pense, pour les prochaines courses, puisque voilà, on ne peut pas se permettre d'essayer de lutter pour un titre et de faire des erreurs comme celle qui a été faite avec Max Verstappen. Après, Red Bull peut-être ne pense pas pouvoir lutter avec Mercedes et avec le Sir Lewis Hamilton, mais voilà, c'est une erreur stratégique qui coûte cher puisqu'elle a coûté la victoire, et Red Bull va devoir revoir sa copie dans le prochain Grand Prix, surtout le prochain Grand Prix qui va être extrêmement difficile pour les écuries, puisque voilà, je vais le préciser plus tard, mais c'est un circuit qui est euh, très très étroit. Et ensuite, on a pour un dernier point à souligner, c'est Valtteri Bottas qui revient au troisième rang des pilotes, suite au championnat du monde des pilotes, bien évidemment, suite à la 8e place de Lando Norris, confirmant ainsi à nouveau que Mercedes semble encore au-dessus de Red Bull, en tout cas en ce qui s'agit du classement des constructeurs et des pilotes. Les deux pilotes Mercedes occupent la première et la troisième place. Et Verstappen est le seul pilote à venir s'intercaler entre les pilotes Mercedes. Et on a en quatrième place du championnat du monde des pilotes Lando Norris, du coup, qui est quand même quatrième, alors que Sergio Perez, qui a, je pense, une Red Bull et qui devrait être à cette position, excusez-moi, c'est mon téléphone, et devrait, eh bien, euh, comment dire, euh, eh bien, devrait remonter la pente, le pilote mexicain. Donc voilà, je vais laisser mon avis avant de vous laisser sur ce podcast, en espérant que mon podcast ne soit pas non plus hyper long. Alors voilà ce que je pense de la course. Je pense avant cette course, on s'attendait à une course assez ennuyante. En tout cas, c'est ce que beaucoup de gens pensaient, et moi y compris, hein, parce que voilà, les derniers Grands Prix d'Espagne n'ont pas été forcément les plus forts en termes de spectacle, mais finalement, voilà, ça n'a pas été le cas. Il y a eu des luttes à peu près tous les étages. Il y a eu une lutte pour la victoire qui a, pendant une grande partie du Grand Prix, eu le suspense du Red Bull. Est-ce que Max Verstappen allait garder sa place? Et puis finalement, inexorablement, le pilote néerlandais a fini par perdre sa position. Et donc voilà, ça a été une course assez mouvementée. On a eu une belle course qui s'est pourtant soldée par les trois mêmes hommes qui monopolisent habituellement le podium, à savoir Hamilton, Verstappen et Bottas. Mais voilà, plein de dépassements, comme j'ai dit, des rebondissements, mais malheureusement le même vainqueur que lors du Grand Prix précédent. Et eh bien, il reste à voir ce que cela va donner à Monaco, sachant que les monoplaces de Formule 1 actuelles sont larges et les rues de Monaco très étroites. Tout se décidera sans doute dans les qualifications et la stratégie de course pour les arrêts au stand, en tout cas pour ce qui s'agit du Grand Prix de Monaco. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié de m'avoir écouté au cours de ces 40 et quelques minutes de podcast. C'est avec grand plaisir que je fais ces F1 RC podcasts, et je vous retrouverai donc dans 2 semaines pour le prochain week-end de Grand Prix qui aura lieu du coup à Monaco. Merci à vous et à très bientôt sur Formula Wrestling. Ici Tom, à vous les studios. Bye.